C'est avec une certaine consternation qu'on a appris hier la mort des présidents du Rwanda et du Burundi, deux petits pays de l'Afrique des Grands Lacs, de l'Afrique de l'Est, deux pays donc décapités d'un seul coup lorsque l'avion a explosé en atterrissant probablement sous le tir de roquettes. Les deux chefs d'État rentraient d'un sommet régional en Tanzanie où ils avaient discuté d'un problème qu'ils ont en commun, la rivalité entre deux ethnies, les Tutsis et les Hutus. Alors aujourd'hui, c'était un climat de terreur qui régnait dans les rues de la capitale du Rwanda, Kigali. Dominique Lapointe, bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène. Dominique, vous avez tenté depuis ce matin et du reste réussi à parler à des gens là-bas au Rwanda et au Burundi. Avec un peu de patience, oui, on y arrive. Et alors, juste avant de les entendre, peut-être, Dominique, faudrait souligner que les deux hommes qui ont trouvé la mort, les deux présidents tués hier, étaient deux hommes bien différents. Oui, on peut dire que ce sont deux hommes qui n'avaient en commun que leur appartenance ethnique, celle des Hutus, qui sont fortement majoritaires dans les deux pays, contrairement aux Tutsis. Mais il faut dire aussi que pratiquement la moitié de ces populations est issue de mariages mixtes. Donc, on peut parler d'une rivalité qui n'est pas nécessairement généralisée. Mais on parle de deux présidents qui ont accédé au pouvoir de façon fort différente pour des motifs fort différents. Le président rwandais Juvenal Habyarimana, lui, était un général qui avait mené un coup d'État en 1973. Il a toujours refusé de fait toute opposition jusqu'à l'été dernier, quand il s'était engagé à former un gouvernement de transition, mais c'est resté un processus qui piétinait. Le président burundais, lui, Cyprien Ntaryamira, juste au sud, était un jeune homme issu de ce genre de transition qui, là, s'amorçait, en tout cas, on pense avec beaucoup plus de succès, mais même difficilement, il faut le dire. C'était un modéré moins politique, donc, que son voisin du Nord. Il était le successeur désigné du premier président Hutu du Burundi, M. Ndadaye, on se souvient, qui a été assassiné l'automne dernier après 5 mois de pouvoir seulement. Alors Dominique, en ce moment, faisons le point sur ce qui se passe au Rwanda. La situation reste très tendue, n'est-ce pas? Oui, en plus du président, la première ministre aurait été assassinée dans les heures qui ont suivi la chute de l'avion présidentiel. Au moins 3 ministres de l'opposition sont disparus, enlevés, pense-t-on. Un serait déjà mort, mais ça, ce n'est pas confirmé. 11 casques bleus belges auraient été tués, ainsi que 17 jésuites rwandais. Tous ces gens seraient, semble-t-il, des cibles de premier choix pour les miliciens qui sont contre le multipartisme dans ce pays. On parle de saccage, de pillage, de barrage dans les rues de la capitale, Kigali. J'ai joint dans cette ville, sans dessus-dessous, la vice-consul du Canada au Rwanda, Madame Linda Carroll. On est quand même assez nerveux, mais heureusement, on est tous calmes parce qu'on a bien compris que c'est le succès pour passer au travers d'une période comme ça. Donc, on est en contact, les Canadiens, soit par la phonie, parce qu'on a des talkie-walkie avec nos chefs de réseau, soit par téléphone. Et puis, les gens, comme moi, entendent les coups de feu, les grenades, les mortiers, mais les gens se sentent quand même pas visés. Et puis, disons que ça va, on a décidé de tenir le coup. Et puis que ça va passer, qu'on espère le plus vite possible. Est-ce que vous sentez s'il y a des combats très, très virulents là, dans la capitale actuellement? Il y a du tir et puis du bombardement partout dans la ville. On ne sait plus si c'est et à gauche et à droite et devant et derrière, donc on est entouré. Mais c'est un pays avec plusieurs collines, donc c'est très éco, donc on a beaucoup de difficultés à distinguer si c'est tout près de chez nous ou un peu loin. Mais on ne sait même pas si c'est un combat entre deux partis d'armée ou si c'est un combat dirigé vers des individus. Donc c'est vraiment rien là-dessus. Donc vous ne savez pas si l'armée a le contrôle, si même le gouvernement a le contrôle de la situation actuellement ou essaie d'avoir le contrôle de la situation? Disons que dans le milieu de l'après-midi, il y a eu un communiqué à la radio où le ministre de la Défense annonçait avec regret le décès d'eux, et là, il a énuméré la liste. Ensuite, il a demandé au peuple rwandais d'être calme, aux militaires d'être vigilants comme à l'habitude, et puis d'espérer de passer cette épreuve assez bien. Donc, moi, je pense à ce moment-là que le ministre de la Défense peut passer un message. Ça veut dire que le gouvernement est toujours là. Est-ce que ça veut dire que après la mort du président, il y a eu beaucoup d'assassinats politiques? Oh oui, c'est comme notre impression. Comment ça pouvait se passer autrement? Donc, il y a une vengeance là dans l'air. Est-ce que le ministre de la Défense a dit qui aurait pu faire le coup, qui aurait pu assassiner le président, abattre cet avion hier?
Pas du tout. Et ils ont même dit, bon, l'avion est tombé, nous, quelque chose dans le genre que nous croyons qu'il a été frappé par un objet non identifié et de source également non identifiée. Donc, on ne sait pas si cet acte était planifié ou si c'était le fruit du hasard, le fait que les deux présidents se retrouvent dans cet avion. Eh oui, c'est ça. Puis vraiment, nous, là, on est vraiment coupés de l'extérieur pour le reste. C'est notre intuition et puis les échanges entre nous là qui nous donnent des idées, mais c'est tout. Nous avons combien de Canadiens au Rwanda actuellement? Environ 174. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux actuellement? Oui, la plupart, en tout cas tous ceux de Kigali, on est en contact, on est organisé en réseau, chaque chef de réseau a sa colline et a la phonie. Donc chacun appelle ses Canadiens et me fait rapport. Et puis à part des Canadiens qui m'appellent quand ils sont un peu nerveux, puis là je dis qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Mais vraiment, la consigne c'est de rester à la maison et puis de rester le plus calme possible. Et on reste dans la maison, l'endroit où c'est le plus sécure, où il n'y a pas de mur extérieur, il n'y a pas de fenêtre. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne depuis les petites heures ce matin. Est-ce que vous marchez dans la maison? Est-ce que vous permettez quand même de circuler ou est-ce que c'est beaucoup plus tendu que ça? Quand on entend les coups de feu très près, ça nous rappelle qu'on devrait rester le plus près possible du sol. Donc, souvent, vous êtes couché au sol? Ah, la plupart du temps, oui. Je suis là à côté du téléphone avec mes notes, mes numéros de Canadiens, et puis je joue à la téléphoniste pour répondre aux appels. Eh bien, Madame Carole, je vous souhaite bonne chance. Soyez prudents tous, et je vous remercie beaucoup. De rien. Merci pour votre appel. Au revoir du Canada. Au revoir. Linda Carole, qui est vice-consul du Canada au Rwanda, elle est à Kigali et elle vit des mauvais moments là-bas en ce moment. Dominique, au Burundi, ça se passe comment par contre? C'est beaucoup plus calme. On se souvient que dans la capitale, Bujumbura, il y a eu des affrontements assez sanglants il y a 2 semaines, mais là, tout est calme, comme en fait foi cette conversation que j'ai eue avec le représentant spécial des Nations Unies au Burundi, Monsieur Hamidou Ould Abdallah. La situation est très calme, non seulement à Bujumbura, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. Donc, le gouvernement reste en plein pouvoir, en plein contrôle de la situation. Il y a 2 choses. La population d'abord, officielle et peuple, est consternée par la tragédie qui arrive après celle de l'automne dernier. Deuxièmement, dès l'annonce de la nouvelle, les autorités ont mis en place un comité de suivi présidé par le président de l'Assemblée nationale. Et ce comité est chargé de suivre la situation et il a lancé des messages rassurants à toute la population. Je pense que la consternation et le fait que dès le départ, on ait informé la population et qu'on ait évité un vide politique contribue à cette excellente situation pour le moment. Et quelles seront les conséquences à moyen terme de cet assassinat, d'après vous? Écoutez, je pense que si vous parlez d'assassinat, moi je ne sais pas s'il s'agit d'assassinat. Ce que je sais, c'est que assassinat ou non, ce n'est pas un problème orienté vers le Burundi. Le président burundais se trouvait par pure coïncidence dans cet avion. Donc ce n'était pas dirigé contre sa personne, s'il s'agit d'un attentat. Pour toute la région, c'est une situation grave dans un contexte qui n'était pas déjà facile, mais pour les Burundais, c'est une tragédie dont ils n'avaient pas besoin. Parce que la stabilité est très précaire là actuellement, avec les combats qu'il y a eu il y a 2 semaines dans la capitale, on ne peut présumer de rien, j'imagine. Moi, je pense que il y a eu des combats la semaine passée dans un quartier ou 2, parce qu'il y avait beaucoup de malentendus, en particulier le manque d'information des uns et des autres. Et comme à chaque semaine ou à chaque jour suffit sa peine, le problème qui se pose actuellement, celui de l'attentat dont vous parlez, se pose surtout à Kigali et au Rwanda, beaucoup plus qu'au Burundi. Donc, vous pensez que le Burundi pourrait s'en relever rapidement de la perte de son président? Écoutez, non seulement je l'espère, mais je le crois. Je crois que la façon
en tout cas, si on tient compte de ce qui s'est passé hier et ce matin, cette journée, parce qu'il est déjà 18 heures ici, le Burundi est en bonne voie pour maîtriser cette dramatique situation. Il y a une très bonne coopération entre le pouvoir civil, le pouvoir politique et administratif d'un côté et les forces de sécurité de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'exemplaire et j'ai pris pour que ça continue. Eh bien, Monsieur Ould Abdallah, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci et n'hésitez jamais, sauf à 2 heures du matin. D'accord, je vous remercie et bonne chance, au revoir. Au revoir. Donc c'était le représentant des Nations Unies au Burundi. Et puis qui suivait la situation de très près chez lui en Belgique aujourd'hui, un spécialiste de cette région de l'Afrique, le professeur Philippe Rengens. C'est un des pères de la Constitution du Rwanda et il enseigne le droit à l'université d'Anvers. Bonsoir Monsieur Rengens. Bonsoir. Alors, Monsieur Rengens, 2 présidents tués, la première ministre qui est liquidée, au moins 17 prêtres assassinés, sans compter toutes les victimes anonymes. D'après vous, la situation au Rwanda est-elle devenue incontrôlable? Elle est certainement très dangereuse. Il apparaît que les militaires, et notamment des éléments de la garde présidentielle, sont en train d'arrêter et manifestement d'exécuter des politiciens de l'opposition, des partis d'opposition, ainsi que des gens qui appartiennent à la société civile, notamment les associations des droits de l'homme. Donc il est manifeste que la situation actuelle causée par l'attentat contre les 2 présidents hier soir est un prétexte pour régler des comptes et sans doute pour bloquer le processus de pacification suite à l'accord d'Arusha et la démocratisation du Rwanda. Suite à l'accord d'Arusha, c'est-à-dire c'était l'accord de paix du mois d'août dernier? En effet, comme vous le savez, le Rwanda est en guerre depuis le 1er octobre 90 entre le Front patriotique rwandais, organisation essentiellement Tutsi venant d'Ouganda, et l'armée régulière rwandaise. Et ce n'est qu'en août de l'année passée, en 93, qu'un accord de paix a été signé qui devait, en théorie, permettre une transition vers la démocratie et vers la participation des réfugiés et des Tutsis plus généralement dans le processus politique du Rwanda. Ce processus a été extrêmement difficile de mettre en œuvre concrètement ce processus. Il a fait l'objet de nombreux blocages et celui-ci, évidemment, est un blocage tout à fait majeur. Et qui est l'auteur de ce coup, d'après vous? On ne sait pas. Je pense que les informations que nous avons aujourd'hui sont insuffisantes pour le déterminer. Nous ne savons même pas exactement d'où est venu le missile qui a touché cet avion. Je crois d'ailleurs que si on savait d'où vient le missile, on saurait mieux qui est l'auteur de l'attentat. Je pense qu'il y a 2 hypothèses, et peut-être qu'il y en a plus, mais enfin il y a au moins 2 hypothèses. Une hypothèse, c'est que c'est le Front patriotique rwandais qui a voulu se fournir un prétexte de reprendre les hostilités. Alors le Front patriotique rwandais, excusez-moi, qui est composé de Tutsis majoritairement? Majoritairement composé de Tutsis. D'accord. Alors que l'autre hypothèse serait qu'une tendance extrémiste Hutu, d'ailleurs assez proche du président de la République, aurait dans ce cas-là sacrifié le président de la République pour permettre d'une part de bloquer la mise en œuvre des accords d'Arusha et d'autre part d'entamer la chasse à l'homme qui est en train qui a été menée toute la journée à Kigali et qui semble continuer au moment où nous parlons. D'après vous, Monsieur Rengens, le fait que les 2 présidents aient été dans le même avion, ça ne devait pas être nécessairement prévu, ça, dans le scénario de ceux qui ont fait sauter l'avion? Non, je pense que c'est une coïncidence tout à fait malheureuse. Je pense que ce qui s'est passé, c'est ceci. Le président Taryamira du Burundi est allé à Dar es Salaam dans un avion burundais et il devait rentrer directement sur Bujumbura. Il a préféré prendre place dans l'avion du président Habyarimana qui allait d'abord déposer le président rwandais à Kigali et qui allait ensuite déposer le président burundais à Bujumbura. Pour une de ces 2 raisons, et là je ne suis pas sûr parce qu'on donne 2 explications. La première, c'est que le président burundais était parti dans un avion à piston assez lent et qu'il estimait qu'il serait plus vite de retour à Bujumbura en accompagnant le président rwandais qui voyageait en avion à réaction.
La deuxième hypothèse qu'on avance, c'est que le président burundais ne faisait pas confiance dans l'équipage de son avion, qui est un équipage Tutsi, et il y avait eu ces dernières semaines quelques incidents avec des avions gouvernementaux burundais, et la presse du parti du président avait parlé de sabotage. Alors c'est probablement une de ces deux raisons qui ont incité le président burundais à accompagner son collègue rwandais. Et c'est en fin de compte, ce choix-là qui lui a coûté la vie. Mais alors, manifestement, c'était le président du Rwanda qui était visé. Toutes les indications vont en tout cas dans ce sens. La décision du président burundais d'accompagner le président rwandais a été prise en dernière minute. Et je pense qu'à Kigali, les gens ne le savaient pas. Mais d'après vous, est-ce que la rivalité ethnique entre Hutus et Tutsis dont on parle tellement, est-ce que ça explique seule la situation? Non, certainement pas, parce que de nombreuses personnes qui ont été arrêtées et exécutées ou exécutées sont des Hutus. Il s'agit plutôt, je pense, de règlements de compte qui sont de nature politique. La plupart des personnes dont j'ai des informations sont en fait des Hutus, qui auraient été tués par d'autres Hutus, mais qui politiquement se situent d'un autre côté. Parce que est-ce qu'il ne faut pas nuancer un petit peu cette vieille idée selon laquelle les Tutsis c'est la minorité mais qui possédante alors que les Hutus se faisaient exploiter, enfin? Oh oui, mais ça c'est un vieux cliché qui n'a jamais été tout à fait vrai et qui au Rwanda ne l'est certainement pas plus aujourd'hui. Il y a parmi les possédants au Rwanda des Hutus et des Tutsis. N'oublions pas que le Rwanda est dirigé par des Hutus depuis le début des années 60 et que certainement sous ce régime-ci, un certain nombre de Hutus ont pu se faire une fortune, notamment en utilisant les ressources de l'État. Donc je ne crois certainement pas qu'on puisse dire que les Hutus sont pauvres et que les Tutsis sont riches. Dans le cas rwandais, l'argent n'a pas de couleur, ni d'odeur, ni d'ailleurs d'ethnie. Alors, si ce n'est pas seulement la rivalité interethnique, qu'est-ce qui explique ce climat de guerre civile larvé aussi bien au Burundi qu'au Rwanda depuis tant de temps? Je pense que dans les deux pays, la raison profonde est assez comparable. Ce sont des personnes ou des groupes qui étaient privilégiés sous des régimes qui sont en train de disparaître dans le contexte de la démocratisation, qui, voyant ces privilèges menacés, essayent de faire tout pour bloquer ce processus. Au Burundi, il se fait que les nantis de l'ancien régime étaient en effet essentiellement des Tutsis, puisque les Tutsis contrôlaient le pays jusqu'il y a quelques mois, alors qu'au Rwanda, cette classe possédante était certainement bi-ethnique, qu'il y avait beaucoup de Hutus parmi eux, et que c'était tout de même surtout la région et l'entourage du président de la République qui vient d'être tué dans cet attentat qui avait accès au poteau rose. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme perspective, là, ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui risque de se passer? Je pense que la situation dans les deux pays est assez différente. D'une part, au Rwanda, il y a deux problèmes immédiats. Le premier problème est un problème de succession. Le président Habyarimana ne peut pas être succédé dans le contexte des règles sur lesquelles on s'est mis d'accord à Arusha, puisque les institutions qui doivent désigner le successeur n'ont pas été mises en place à cause du blocage politique qui existe au Rwanda depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que je crains fort que l'accord d'Arusha ne soit mort et qu'on retrouve la situation d'avant Arusha, c'est-à-dire la logique de l'affrontement entre le Front patriotique rwandais et son armée, qui est une armée importante et performante, et l'armée rwandaise qui en plus ne semble pas être très unie pour le moment. En ce qui concerne le Burundi, la situation était déjà très mauvaise avant cet attentat. Il y avait une logique de guerre civile au Burundi depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je pense que la mort du président Taryamira, là, n'aura été qu'un élément marginal d'exacerbation d'une situation qui était déjà fort mauvaise. En d'autres termes, je vous avoue que pour les deux pays, je suis fort pessimiste. Monsieur Redgens, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. C'était Philippe Redgens, il est professeur de droit et de sciences politiques à l'université d'Anvers en Belgique. Dominique Lapointe, merci beaucoup. Bonsoir Marie. Bonsoir Dominique.